we are entering the keynote session part of our journey, and we're going to begin with a renowned journalist with a unique perspective on geopolitical and diplomatic stories. Pierre Aski, president of Reporters Sans Frontières, is going to open the keynotes ball. He'll be in conversation with photographer Bertrand Meunier. Cette session sera en français. If you do need some translation headsets, they are available somewhere in this room, like literally behind you. So if you need an headset for this part, please do so. Pierre, la scène est à toi. Bonsoir à toutes et tous. Merci d'abord à la Fondation Carmignac de m'avoir offert cette carte blanche et qu'on va séparer en deux parties. La première, ça sera une conversation avec Bertrand Meunier que je vais vous présenter dans quelques secondes. Et la deuxième partie, j'aurais voulu, je suis président de Reporters Sans Frontières, rendre hommage à des photojournalistes qui sont morts cette année sur des terrains professionnels qui sont des terrains de guerre. Je suis sûr que vous savez de quoi je parle et que vous partagerez notre émotion et notre colère aussi devant ce qui se passe. J'ai voulu inviter Bertrand à participer à cette soirée parce qu'on s'est connus avec Bertrand lorsque j'étais correspondant de Libération à Pékin, en Chine, au début des années 2000. Et Bertrand, à l'époque, sillonnait beaucoup la Chine. Et il avait une activité professionnelle photographique intense sur des théâtres très divers. Il partait avec des commandes de Newsweek pour l'Afghanistan ou le Pakistan. Il travaillait pour Libé, il travaillait pour l'Obs, pour des magazines. Et puis cette pratique professionnelle-là, ce mode de fonctionnement du photojournalisme qui a été la norme pendant des années, s'est écroulé. Newsweek a fermé et a connu une deuxième vie un peu différente. Libé a connu quasiment la faillite et n'a plus les moyens de se payer ce style de production d'antan, etc. Bref, ça a été une nécessité de réinventer les formes de ce métier. Et donc Bertrand, qui est aujourd'hui au collectif Tendance Floue, il va nous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas, ce qu'est Tendance Floue. Voilà, Bertrand est toujours là, il est toujours photographe, il travaille. Comment tu as vécu ces 20 dernières années, cette transformation de ta pratique professionnelle dans un monde qui s'est lui-même complètement transformé? Bonsoir. Je la vis bien, cette transformation. Je dirais au départ, l'utilisation, travailler pour des médias, donc comme le disait Pierre, j'ai beaucoup travaillé avec Pierre en Chine, j'ai pu travailler énormément en Afghanistan, au Pakistan, avec le magazine Newsweek, pour le Monde 2, de temps en temps, mais ça a toujours été une manière d'utiliser, dans le bon sens du terme, utiliser les médias pour pouvoir réaliser ses propres photographies, c'est-à-dire avec l'idée que si ces photographies sont publiées, ce qui était le plus important pour moi, c'était de les réutiliser d'une autre manière, et notamment en termes, on va dire, d'édition plus personnelle. Donc, ce que je recherchais à une époque, il y avait encore la possibilité, je la connais moins maintenant, mais partir longtemps, et là je parle notamment pour le magazine Newsweek, partir régulièrement, chaque mois, une quinzaine de jours, pour un magazine, bien payé, et pouvoir réaliser ses propres photos. Ça a été, pendant des années, quand même un privilège, si je puis dire, que j'ai vécu. Et après, ce monde, et notamment Newsweek, a été vendu à $1 symbolique. Donc, il y a quelque chose qui a disparu. Et il a fallu que le photographe réinvente, non pas sa pratique photographique, moi je pratique toujours le même type de photo, mais comment trouver des financements pour ce type de photographie. Et à partir de là, il y a une réflexion qui se fait, il y a des champs, j'allais dire, d'aide photographique qui se sont ouverts. Je pense notamment, il y a des bourses, il y a des concours. Après, pour certains types de photos, il y a les achats d'œuvres. Et après, ce qui a été assez nouveau, qui s'est développé, notamment en France, alors je pense à la bourse Carmignac, mais il y a aussi ce qu'on appelle des résidences. Donc il y a des appels d'offres, si je puis. On fait candidature à ces résidences
qui vous permettent de pratiquer, de réaliser vos photographies. Donc le changement, il s'est fait doucement. Et est-ce que ça n'induit pas quand même un changement de thématique aussi? Parce que ces résidences, ces bourses, elles orientent d'une certaine manière le travail, non? Elles peuvent les orienter. Après, c'est à chacun de... Enfin, même si j'ai arrêté de travailler pour la presse il y a un certain nombre d'années, j'ai toujours pu voyager, terminer mon travail, par exemple, accomplir mon travail en Chine pour faire un livre. Alors, soit je l'autofinançais et je trouvais mes financements autrement, en travaillant en France ou en Europe, et je mettais de l'argent de côté pour repartir en Chine, par exemple. Mais j'ai pu, je pense au CNAP, alors je vois plein de jeunes photographes ici, mais le Centre national des arts plastiques, il y a des bourses chaque année. Il y a encore 2-3 ans, il y en avait 2 par an, où vous pouvez remplir des dossiers pour avoir une aide financière sur des thématiques que vous choisissez. Donc, la presse n'est pas le seul vecteur d'aide pour produire des photographies. Alors, tu appartiens, j'ai dit, à Tendance Floue, qui est un collectif et pas une agence classique. Est-ce que tu peux expliquer d'abord l'histoire de Tendance Floue et puis quelle est la différence entre une agence et un collectif et en quoi le fait d'être un collectif joue aussi sur la manière de travailler? Alors, moi je suis resté de nombreuses années à l'agence Vue. C'était Christian Cojol à l'époque, pour ceux qui le connaissent, un grand directeur photographique qui a créé la galerie Vue, qui était à Libération. Donc c'est un grand bonhomme de la photo, Christian Cojol. Il m'avait demandé de rentrer à l'agence Vue. J'y suis resté quelques années. Et puis après, je l'ai quitté, peut-être de façon... par rapport à une certaine philosophie de pratique de la photo, comment on gère la photographie. Et ce qui m'a attiré chez Tendance Floue, c'est cette idée d'un réel partage de la pensée photographique. C'est-à-dire, on va dire, une des grandes qualités, ou la qualité d'un collectif comme celui de Tendance Floue, c'est de pouvoir créer collectivement une œuvre photographique. Et on est souvent dans l'idée de la performance, donc de réaliser à plusieurs, 10, 12, 13 photographes, poser un regard qui sera le nôtre sur une thématique. Ça, je pense qu'on est peu nombreux à pouvoir le faire, et souvent le faire sur un instant T. Là, je prendrai l'exemple de ce qu'on avait fait en Chine, c'est de partir 3 semaines en Chine, de photographier, de développer, trouver un rédacteur chinois, un poète, un peintre, un rédacteur en chef chinois, un imprimeur chinois, et au bout de 3 semaines, de sortir, imprimer un ouvrage. On est dans la photographie, on est dans le texte, mais on est aussi dans cette idée de la performance. Et c'est quelque chose, une énergie créatrice que j'ai trouvé au sein de ce collectif, et j'ai trouvé ce partage aussi. Alors que la photographie est un métier extrêmement solitaire, extrêmement égotique, et j'ai trouvé à Tendance Floue une manière de partager presque familialement une passion qui est celui de l'image, et l'image, c'est dans son sens politique, c'est vraiment de dire des choses et d'être propriétaire de nos images et de pouvoir les utiliser comme on le veut. Alors, exemple de ce travail collectif, je commence à faire défiler les images d'Azimut. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Azimut, le projet Azimut? Oui, alors je tenais à présenter ce projet parce que Pierre a introduit un petit peu ce débat sur la notion de comment on fait pour produire des images. Bon, il y a la question de l'argent, il ne faut pas s'en cacher, il faut trouver de l'argent pour pouvoir partir. Et à un moment, donc, tous les projets qu'on a pu faire, nous, au sein de Tendance Floue, souvent étaient à l'étranger, et tout ça demande beaucoup d'argent. Et à un moment, on en a eu marre de faire des dossiers. On s'est dit, la manière le plus simple de partir faire des images, c'est de descendre de chez soi, prendre un appareil photo, un sac à dos et de partir marcher. Alors, bon, c'est bien beau de le dire, il nous a fallu un petit temps pour mettre ça en place. Et le 1er mars, j'ai un trou de mémoire dans la date, je ne sais plus si c'est 2016 ou 2017, mais en tous les cas, le 1er mars, moi je suis parti de notre atelier qu'on a à Montreuil, je suis parti avec un sac à dos, mon appareil photo, et je suis parti marcher. Je suis parti marcher 9 jours, et dans l'idée, c'était un relais photographique. C'est-à-dire tout bête. Et on est toujours dans l'idée de cette performance. C'est-à-dire de marcher 9 jours, c'est-à-dire téléphoner à son collègue 2-3 jours avant, lui dire « Je vais arriver à tel endroit, tu me rejoins,
je te passe le relais. Et on avait mis en place un relais de 32 photographes, donc on a invité pas mal de gens. Il n'y a jamais eu un temps d'interruption et on a traversé de façon complètement empirique. On a l'itinéraire qui s'affiche à l'écran. Et chacun était libre de faire ce qu'il voulait. Et on a traversé le territoire français parce qu'on s'était dit, et la question s'était posée, notamment si on passait côté espagnol. On a décidé de rester en France et on a traversé à 32 photographes et ça s'est arrêté. Non pas parce qu'on ne pouvait pas continuer, c'est que gérer tout ça prend du temps. Et au bout d'un moment, on était fatigué. Moi, j'étais ce qu'on appelle chef de dossier avec Grégoire Eloi sur ce projet-là. Mais voilà, on a traversé à notre manière, on a posé un regard sur le territoire français qui fait écho à la grande commande de la BNF qui a eu lieu il n'y a pas longtemps sur le territoire français. Et avec cette liberté de ton, et très étonnamment dans ce travail-là, quand on marche pendant 9 jours, et il y avait interdiction de prendre un bus, un taxi, une voie, enfin, à pied. On s'en est rendu compte, c'est les mots. Et donc, ça a donné lieu à des publications. Alors, dans un premier temps, ce que tu as montré, dans un premier temps, les 5 premiers photographes sont partis, donc 45 jours. On s'est dit, il y avait une belle matière, alors photographique, mais aussi de texte. Ce que les photographes avaient pu écrire, on s'est dit, ce serait dommage de laisser ça comme ça dans la nature. Donc, on s'est auto-publié. On a publié des cahiers, donc là, Pierre t'a montré le A d'Azimut. C'est des cahiers qui étaient publiés à 200 exemplaires, qu'on vendait, je crois, 18 €, et qui nous ont permis de financer, même si ce projet ne coûtait pas cher, de financer déjà les publications, mais on donnait quand même à chaque photographe 500 € pour pouvoir se déplacer. Donc on a publié les 6 cahiers, et à la fin, il y a une exposition, et Textuel, donc la maison d'édition Textuel, a publié l'ensemble de ce travail de 32 photographes. Et je tiens à souligner, on a invité 18 photographes extérieurs de Tendance Floue, et ça a été un réel plaisir, si vous voulez, de partager cette gratuité de l'acte photographique. Si vous voulez, personne ne nous attendait derrière. On n'y allait pas pour quelque chose, on n'y allait pas pour, si vous voulez, un événement, on était dans l'anti-spectaculaire. On était dans cette forme, et moi que j'adore photographique, voilà, c'est à Georges Perec, c'est cette banalité, et de regarder le banal sur notre territoire. Et ça a été une formidable expérience, et je réponds à ta question, Pierre, c'est pourquoi j'ai intégré ce collectif. C'est parce qu'on fait ce genre de projet. Et ce qui est intéressant, tu as dit qu'il y a eu 33 photographes 32. Qui ont participé, 32 photographes qui ont participé. Or, à Tendance Floue, vous êtes 15. Donc ça veut dire que ça s'est ouvert et que ça a attiré des gens extérieurs à votre collectif qui ont voulu participer. On s'est même, alors j'en plaisante, mais des inimitiés parce qu'on ne pouvait pas faire participer tout le monde. Et on aurait bien voulu. Et vous voyez, si je puis dire, ce n'est pas une note négative, mais à un moment, donc, au bout de 32 photographes, c'était Johan Lamouler qui a terminé ses 4900 km à Saint-Jean-de-Luz, et on s'est dit, bon, on va passer le flambeau. On va passer il y a quelqu'un d'autre, non pas un collectif, une agence, je sais pas, des gros. Voilà, c'est à eux de gérer ça pour continuer. On n'a trouvé personne. Alors c'est un petit regret, puisque je pense que c'est un projet qui aurait pu continuer de par sa spontanéité, cet acte gratuit de faire des images et d'écrire. C'est assez étonnant, le texte a eu une part extrêmement importante dans ce projet. Le collectif, c'est sympa, mais ça peut être aussi une contrainte. Tu veux dire quoi ? Qu'il faut être d'accord, il faut que tout le monde s'entende bien, il faut que l'économie tourne, il faut que les comptes soient positifs. C'est pas simple, non ? Non, ça c'est un couple, un collectif. Donc là, je vous parle du bon côté des choses, mais bien sûr, il y a toujours des difficultés. Bon, les questions financières sont importantes. Les prises de décision artistiques sont extrêmement importantes pour qui et pourquoi on travaille. C'est tout bête. Enfin, c'est pas tout bête à dire parce que ça devrait être un des sujets. Enfin, encore une fois, la photographie, moi je la vois comme ce sont des mots, c'est quand même un sens politique fort quand on pratique l'image. Pour à qui elle est destinée. Et des fois, alors je pense que Pierre, tu fais allusion à ça, mais c'est quand on fait des images pour qui on les fait. Est-ce qu'on accepte de faire des images pour
certaines personnes, pour certains groupes. Voilà. Et ça, c'est une vraie question. Et c'est des débats qui peuvent être très houleux au sein de notre collectif, avec des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Et à savoir que nous, on se réunit. Alors maintenant, une fois tous les 15 jours, l'ensemble du collectif à Montreuil, on a un atelier, on se réunit. Et il y a des sujets qui sont posés sur la table. On nous propose des travaux, pour certains bien payés, et le débat va s'engager. Est-ce qu'on les fait ou pas? Parce que est-ce qu'on peut faire simplement des images pour l'argent? Avant de terminer, tu viens de publier un livre qui s'appelle Erased, chez EXB, 20 ans de photographie en Chine. J'ai eu le plaisir et l'honneur de faire le texte de ce livre. Donc, comme vous voyez, notre collaboration dure depuis 20 ans. Et une expo qui était au musée Nicéphore-Niepce à Châlons et qui est maintenant à Charleroi en Belgique. Donc si vous passez à Charleroi, je vous recommande cette expo. Merci Bertrand. Merci Pierre. Alors vous le savez sans doute, c'est une année tragique pour les photographes et les journalistes. Il y a 2 guerres en cours, une en Ukraine, 2 guerres principales, il y en a beaucoup d'autres dans le monde dont on ne parle pas, mais 2 qui mobilisent l'attention médiatique et qui font que des photographes prennent des risques et se retrouvent sur des lignes de front mal définies. Et donc je voulais rendre hommage à ces photographes qui sont tombés en faisant leur métier, et je ne sais pas comment démarrer la vidéo. Ah, voilà. Armand Soldin, photographe de l'AFP, mort en Ukraine. N'essaie surtout pas de faire ça à la maison. Like the fact that it's you never know what's going to happen, so there's a sense of how to say it's not everyday business as usual. And I came to stay here for now, and I've been here for more than 6, 7, 8 months. And it's important for us to be here. I don't know, especially foreigners, to actually, I don't know, try to tell what's going on. Ну, гадина полетела, гад такой. Обычный. Где? Ну, вот там. Видите, с боссом. Там кто-то поехал? Ну, один человек. С третьего подъезда. Здравствуйте. Французская пресса. Значит, Репортажа. Это мое. Это здесь. Там у нас вода есть, радио. Là, vous entendez les bombardements qui ont juste là-bas. С запасками начали опять Нелеповку обстреливать. Three times. I'm up 3 times. Man, it's really hot. Armand Soldin
a une histoire incroyable. Il est né à Sarajevo en 1991. En 1992, il y a le siège de Sarajevo en Bosnie. Et il a 1 an et il est évacué avec sa famille vers la France dans l'avion de François Mitterrand. Il arrive en France donc dans l'avion du président. Et il y a une photo de lui dans les bras de son père, dans Ouest France, au moment où il s'installe en Bretagne comme réfugié, et il grandit là-bas. Et à l'âge de 31 ans, il meurt comme photographe français pour l'AFP. Cette vidéo a été faite par l'AFP pour le festival de Bayeux, le festival du journalisme de guerre, qui est le lieu où est célébrée la mémoire de ces photographes ou journalistes tombés en faisant leur métier. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Bayeux, moi j'y suis allé plusieurs fois. Il y a un jardin avec les stèles, il y a une nouvelle stèle qui est ajoutée chaque année avec le nom des photographes et journalistes morts dans l'année. Ça fait 30 ans que ça dure et chaque année il y a une nouvelle stèle avec une liste de noms. Et quand vous vous promenez dans ce jardin, vous voyez les conflits qui défilent. Vous avez des noms d'Amérique centrale, puis l'année suivante, vous avez des noms d'Afghanistan, des noms du monde arabe, des noms d'Afrique. Et vous avez l'histoire du monde qui se déroule dans ce jardin. Et l'année 2023, la stèle qui sera mise l'année prochaine, risque d'être très longue. Le deuxième conflit dont je voulais parler, c'est évidemment ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient. 41 journalistes et photographes sont morts depuis le début des affrontements, le 7 octobre en Israël, puis après les bombardements de Gaza. 41 morts en à peine 1 mois, c'est-à-dire plus d'1 par jour. C'est un record dans un début de conflit. On n'a jamais vu ça depuis au moins 3 décennies et je ne sais même pas si on est capable de compter au-delà. C'est absolument considérable. Et parmi toutes ces victimes, aussi bien à Gaza, en Israël et au Liban, je voulais en pointer 2. Cet homme qui est à droite, enfin avec les lunettes de soleil à droite et la chemise, il s'appelle Rushdie Soraj. Il est photographe, photojournaliste, vidéaste à Gaza. Et avec lui, c'est le correspondant de Radio France, Frédéric Mettezo, qui était en poste jusqu'à août dernier. Et il était le fixeur, comme on dit, de Radio France. C'est-à-dire qu'en plus, pour gagner sa vie, en plus de son propre travail, il servait d'accompagnateur, de traducteur, de facilitateur. Et on ne dira jamais assez l'importance de ce travail de fixeur pour tous les journalistes et photographes qui sont sur des théâtres de guerre. Et Rushdie Soraj est mort le 22 octobre. Un missile qui est tombé sur sa maison. Sa femme et sa fille sont également morts. Et il avait 31 ans. Il avait créé sa boîte de production avec sa femme et un ami d'enfance. Et ils avaient travaillé pour toutes les grandes productions mondiales, y compris, j'ai découvert ça aujourd'hui en recherchant, il avait travaillé pour Ai Weiwei, qui avait fait un grand film il y a quelques années sur les réfugiés à travers le monde, et Rushdie avait contribué à ce film. La veille de sa mort, il échangeait avec Frédéric Mettezo sur WhatsApp. Vous pouvez voir sa réponse. « Thank you, Habibi, sending love and peace from Gaza ». Et Frédéric Mettezo, qui le connaissait bien, puisqu'il a travaillé pendant 4 ans avec lui sur une base très régulière, lui rend hommage en disant, voilà, c'est un innocent qui a perdu la vie. C'est le fruit de cette guerre. L'autre cas que je voulais montrer, c'est celui de Issam Ibrahim. Issam Ibrahim est un photojournaliste et vidéaste qui travaille pour l'agence Reuters au Liban. Et il était au Liban Sud il y a donc une quinzaine de jours avec
d'autres journalistes, ils étaient sur une colline à filmer, il était en live au moment où il a été touché par un missile. Ils étaient en train de rendre compte de ce qui se passait, des échanges de tirs et de missiles entre le Hezbollah au sud Liban et l'armée israélienne. Ils étaient depuis 1 heure au même endroit, ce qu'un groupe combattant ne ferait pas. Ils avaient tous des gilets pare-balles avec un énorme sigle presse sur la poitrine. Donc n'importe quel soldat ayant des jumelles pouvait voir qu'il s'agissait d'un groupe de journalistes. Et Reporters sans frontières a fait une enquête sur la mort d'Issam. Je vais vous montrer quelques minutes de cette vidéo. Samedi 14 octobre 2023, le reporter Issam Abdallah était inhumé dans la ville de Khiem au Liban, ville où il est né et où il a grandi. Il a été tué la veille alors qu'il était en reportage pour l'agence de presse Reuters. Selon plusieurs témoins, le journaliste aurait été touché par un missile israélien lors de bombardements transfrontaliers. L'armée israélienne a déclaré être désolée pour sa mort et qu'elle était en train de faire des vérifications. RSF a enquêté. October 13, 2023. Near the village of Alma el-Shab, South Lebanon, on the border with Israel, a group of 7 journalists, clearly identifiable by their press vests, filmed the ongoing tensions between Hezbollah and the Israeli army. AFP, Reuters, and Al Jazeera journalists are positioned precisely here, on this road, bordered by a low wall. About 1 hour and 3 minutes before the strike, Al Jazeera correspondent Carmen Joukadar and Al Jazeera photojournalist Ali Brakeha film an Israeli helicopter flying over the border area where the journalists were stationed. يمكن أن نرصد طائرة مروحية تحلق في هذه الأثناء قبالة أو هذا الدخان المتصاعد. We headed to Alma el-Shab after receiving many notifications. We saw actually a helicopter and we filmed it also. An hour later, a journalist from the Lebanese television station LBCI, a few meters away, reports in a video that he can see an Apache helicopter in the sky not far from them. At around 6:02 p.m., Reuters news agency broadcasts these images live. Victim of a bombardment, our journalist says she can no longer feel her legs. We were together all the time, respecting all the measures, wearing our body armors and helmets. At 6, I had alive. Issam called me, he wanted to ask me a question. And then I had to do a camera test. And these few seconds changed our lives, all of us. The sound of the same bombardment is picked up by live coverage by journalists from the Lebanese television channel LBCI. They are a few dozen meters further away than the first group. على مدى 30 دقيقة قبل حصول الاستهداف، يعني كنا عم نشوفهم بالعين المجردة من المكان، يعني نحن تقريبا بمتوسط الطلعة وهن بأعلاها، كنا عم نشوفهم بعين المجردة، كانوا لابسين كل يعني ثياب الوقاية، كان مبين انهم هن اعلاميات واعلاميين ومصورين. لم تحصل اي عملية اطلاق نار من المكان اللي كنا موجودين فيه، حتى النقطة كانت آمنة لأن لم تحصل عملية استهداف لهيدي النقطة، لم تسقط فيها أي رصاصة طائشة أو قذيفة طائشة. 37 seconds later, a second bombardment again targets the position of the group of AFP, Reuters, and Al Jazeera. في الثاني وبنشوف النار عم تتصاعد من السيارة. حاولنا يعني تذكرنا المنطقة عم تتعرض للقصف بشكل عشوائي أو عم تنقصف لسبب ما. قبل هيدا الشيء كان في مروحية عم بتحلق بالجو وكانوا الزميلات والزملاء
These images, filmed shortly afterwards, show the scene. The body of Issam Abdallah. The Reuters journalist is killed instantly. À partir de cette reconstitution, voici ce que nous pouvons donc affirmer à ce stade de l'enquête. 2 frappes d'intensité différentes ont touché l'endroit où se trouvait un groupe de 7 journalistes. La première a tué Issam Abdallah. La seconde a enflammé le véhicule d'Al Jazeera qui se trouvait à côté de lui, blessant ses collègues. Le groupe a été ciblé. 2 frappes au même endroit en un espace de temps aussi réduit l'indiquent clairement. La zone de départ des 2 tirs est similaire. Elle se situe à l'est des journalistes, en direction de la frontière israélienne. Était-ce possible d'ignorer que ce groupe de personnes étaient des journalistes? Ce dont nous sommes sûrs, c'est qu'il est impossible qu'ils aient été confondus avec des combattants. Ils étaient à découvert depuis plus d'1 heure, en hauteur sur une colline, donc clairement visible. Et autre fait troublant, 5 jours auparavant, les journalistes d'Al Jazeera avaient subi une attaque similaire. This wasn't the first attack by the Israelis to us. On the October 9th, me and Eli Brachia, the cameraman, and another colleague, and we were filming everything happening in Dhaira, just a village behind us. And all of a sudden, an Apache as well made an airstrike behind us. Ils ont été survolés par un hélicoptère de surveillance avant qu'un missile tombe à côté de leur voiture de presse, du même modèle, de la même couleur que celle qui a été touchée lors du bombardement du 13 octobre qui a tué Issam Abdallah. D'autres enquêtes suivront. And we will keep pointing the fingers on who killed us and tried to kill us. Voilà, on sait qu'il y a des risques dans ce métier, on sait que quand on est sur une ligne de front, on court des risques, mais c'est une autre chose d'être ciblé délibérément quand on est clairement identifié comme journaliste. Et c'est ce qui rend en colère devant ce nombre considérable de victimes des dernières semaines dans ce conflit. Dernier hommage, je voulais présenter cette photo. Vous la connaissez peut-être parce qu'elle est très connue, elle est très symbolique. Elle est signée Abbas. Abbas est un grand photographe franco-iranien qui est mort en 2018. Lui, il est mort de maladie. Et cette photo, elle était prise en Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid. Et je l'ai présentée parce que c'est là que j'ai connu Abbas. Moi, j'étais correspondant de l'AFP à Johannesburg à l'époque. Donc, on est dans la fin des années 70. Et Abbas est venu au bureau de l'AFP avec une lettre d'accréditation d'un journal de Téhéran. Et il faut savoir qu'à l'époque, c'était encore le Shah d'Iran, qui était le grand ami du régime de l'apartheid d'Afrique du Sud. Et donc, en ayant cette accréditation, Abbas a pu se faire ouvrir toutes les portes, notamment, ça c'est l'académie de police, ce sont les recrues de la police sud-africaine, avec cet officier blanc au premier plan, très british, avec son stick sous le bras. Et on est devenus amis à ce moment-là avec Abbas, qui ne m'a jamais révélé pendant son séjour, il est resté 1 mois, il venait tous les jours au bureau, qui travaillait en fait pour l'agence Gamma. Il m'a envoyé un mot en rentrant à Paris en me disant « Désolé, j'ai dû te mentir à toi aussi, mais je ne pouvais pas risquer de griller ma couverture. » Et il a fait un des reportages les plus brillants sur l'Afrique du Sud. Et vraiment, aujourd'hui, si vous voulez symboliser l'apartheid, vous allez chercher les photos d'Abbas de cette époque. Petit détail, on était en 1977. Un jour, au bureau de l'AFP, il regarde les dépêches et il voit passer l'annonce d'une manifestation dans la ville sainte de Qom, en Iran. Et il me dit « Ah, c'est nouveau. Si ça se poursuit, il faudra surveiller parce que ça peut avoir des conséquences. » 1 an et quelques mois plus tard, il y avait la révolution islamique, le Shah d'Iran quittait précipitamment et Khomeini arrivait et l'histoire n'a plus jamais été la même. Donc voilà, c'est quelques à la fois hommages, souvenirs et informations que je voulais partager avec vous. C'est un beau métier, mais on le voit, c'est aussi un métier dangereux.
Merci. Merci infiniment, Pierre, pour ton témoignage et merci de nous rappeler que ce métier a une dure réalité, mais qu'il est là justement pour pouvoir témoigner de son pluralisme, de son indépendance. Tu peux garder le micro si tu veux, mais tu as tellement l'habitude de l'avoir à la main en même temps. Je vais te le laisser, tu vois. Thank you so much, Pierre, for testifying on the fact that, of course, being a photojournalist today is still a shocking reality when it comes to the reality of this work and job.